Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh bien, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour ce numéro The Bad Batch, où nous traiterons des épisodes 2 à 5 de la série d'animation disponible sur Disney+. Je suis Sylvain et aujourd'hui je suis en compagnie de Aude et de Loïc. Bonjour à tous. Et bonjour à tous. Hello. Et à toutes. Tout le monde va bien? Ça va, très bien. Bien, alors, un petit bouton par là, voilà. Alors, on va faire rapide, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu certains. Un petit WhatsApp, et on va commencer, honneur aux dames, Loïc. Moi, j'étais sûr que tu allais la faire, celle-là. Tu deviens prévisible, Sylvain. Petit WhatsApp, côté Star Wars, ces derniers temps, ça a été surtout de la littérature et surtout la Haute République. Hein. J'ai pu lire les deux volumes, les deux romans qui sont sortis en France grâce à Lucille et je la remercie chaleureusement. Et puis ensuite, j'ai lu le tome 1 de la série La Haute République Comics en VO pour avoir une petite immersion complète dans cet univers. Et puis là, actuellement, je suis en train de lire le petit roman que j'avais encore en retard, qui est Leia, princesse d'Alderaan. Donc voilà, moi, Star Wars en ce moment, c'est de la lecture, de la lecture et de la lecture. D'accord. Et toi, Aude? Bah, tu m'as piqué mon idée du coup. Ah bah zut. Non, mais c'est normal, c'est l'actualité du moment. J'allais le dire. Moi, j'ai commencé La Lumière des Jedi sur on va dire les trois quarts de sur le dernier quart de mon confinement, puisque je retravaille depuis le 19 mai. Et j'ai dû en lire la moitié. Je suis pas hyper immergée dedans. J'ai l'impression que la littérature Star Wars, c'est pas trop mon truc. Autant les comics, j'aime bien. J'en ai pas lu 50, mais j'aime bien. Mais là, la littérature, j'ai un peu de mal. Surtout que pour La Lumière des Jedi, sans vous spoiler, j'ai un petit peu l'impression de lire Titanic. Donc, j'ai du mal à me remettre dedans. Mais il va falloir que je finisse si je veux pouvoir en parler avec vous. En fait, je m'y suis mise pour pouvoir en parler avec toute l'équipe et les gens sur le Discord. Mais j'ai un peu de mal. Et pourtant, j'ai En Pleine Ténèbres qui m'attend aussi. Donc, je vais bosser un peu ça. Mais là, j'ai un petit peu moins de temps. Mais je suis moins emballée que la moyenne, j'ai l'impression, sur la Haute République. A priori, ouais, ça a l'air d'être ça. Eh bien, c'est tout pour vos WhatsApp? Tout à fait. Ok, on va passer au mien. Les WhatsApp, c'est un peu comme tout le monde, en fait. Hein. C'est quoi, la Haute République? La Haute République, et donc La Lumière des Jedi, que j'ai dévoré, et En Pleine Ténèbres, que j'ai pas encore eu le temps, hélas, de commencer. Parce que j'ai du boulot par-dessus la tête. Donc là, je suis en vacances, je vais pouvoir prendre du temps pour le lire. Et voilà. J'ai hâte de suivre les prochaines aventures des Vikings de l'espace. Surtout que là, en fait, nous, on finit cette phase 1 en fait, en français. Il manquera que le volume 1 comics de chez Panini. Alors que les Américains vont entamer la deuxième vague qui s'annonce, on va dire, tout aussi bien. Et franchement, moi, j'ai très très hâte de lire la suite, quoi. D'accord. Eh bien, c'est parti. On va bientôt rentrer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Bien, donc comme vous le savez, là on va faire un petit épisode où on va vous donner non pas une critique épisode par épisode, mais une critique globale de ce premier tiers, parce que la saison 1 contiendra un total de 16 épisodes. Donc les 5 premiers sont sortis, 3 x 5, 15, plus 1, le compte est bon, ma bonne dame. Donc on va vous donner une critique globale de ce premier tiers de saison de The Bad Batch,
série dérivée de The Clone Wars, fait avec les mêmes, à la fois avec les mêmes outils et avec les mêmes doubleurs et avec les mêmes scénaristes et surtout le même homme au chapeau, à la tête, qui, justement avec son chapeau, qui chapeaute le tout. Et ça se sent. Presque. Donc voilà, et puis comme on est dans une petite émission où il va falloir faire résumer des épisodes, c'est ma partie qui m'amuse le plus. La résumé des épisodes 2 à 5 de The Bad Batch, sans réviser, mais grâce à la page Wikipédia. Allez, c'est parti, accrochez-vous. Donc l'épisode 2, Famille de cœur, où les Bad Batch, qui s'est barré de Kamino, en kidnappant une gamine, sont toujours recherchés par le tout nouvel empire, et donc ils ont besoin d'aide. Et beaucoup d'aide, parce que c'est censé être des super commandos de la mort qui tue. Là, on a surtout l'impression que c'est des pieds nickelés. Donc, ils demandent à leur pote Rex un petit coup de main. Ils les envoient sur Scaloscami, où on va retrouver un clone déserteur qui a fait son petit bout de chemin. Cut Lo Quan et sa femme Sue, avec leurs 2 enfants dont j'ai oublié le nom, et de toute façon ils sont pas écrits dans ce que je lis, donc je vais pas m'emmerder à essayer de me rappeler et de me rappeler des trucs insignifiants. Donc Cut explique à Hunter que lui aussi il a bien envie de se barrer de Scaloscami parce que c'est l'Empire, donc ça pue un peu la merde. Donc, il faut que tout le monde se barre. Donc, Claude Commando aussi cherche aussi un moyen de fuir l'Empire, de fuir Crosshair, parce que ils ont leur ancien camarade de chambrée au talon. Et donc, petite pérégrination dans la ville, il faut voler du pognon, modifier des identifiants, et tout se passerait très bien s'il n'y avait pas la boulette de service. Omega, donc je suis pas contre la maltraitance des enfants, mais celle-là, si on pouvait l'enfermer dans une cave, ce serait pas mal, parce qu'elle n'arrête pas d'enchaîner les conneries, elle manque d'être tuée par un Lexu ou un Lecu, je ne sais plus comment ça se prononce. Elle enchaîne les boulettes sur boulettes pendant que les mecs essayent qui sont des commandos, hein, des forces spéciales, le genre de mecs que t'as pas envie d'emmerder normalement, mais ils se font quand même bolosser à cause d'une gamine de 5 ans et demi qui mérite des baffes. Donc tout va bien, au final, ils arrivent quand même à récupérer et à modifier des identifiants. C'est pour le Nexu, le nom Nexu, de l'animal. ok, je me rappelais plus de la prononciation. Bon, donc au final, Yukaida, tout le monde arrive à se barrer de Scaloscami, Cut, Sue et les 2 gamins de leur côté, nos clones babysitters de l'autre, mais c'est toujours pas la bonne humeur et la joie et la bonne humeur, je retrouve, parce que, Hunter, il comprend que ça va être le bordel de fuir l'Empire avec une saloperie de môme qu'on devrait accrocher au pare-choc arrière du vaisseau, qu'elle foute un peu la paix aux autres. Bien, donc ça, c'était l'épisode 2, Famille de cœur. Oh, c'est beau, hein. On passe maintenant à l'épisode 3, Trouver sa place. La super navette custom de la Bad Batch, manque de bol, elle arrive en panne sèche, elle est cassée de partout. Donc c'est encore plus la merde que l'épisode d'avant. Il se crache sur une lune qui s'appelle Clin d'œil Ordo. Ceux qui ont dévoré comme moi les Républiques Commando sauront pourquoi clin d'œil. Le vaisseau est endommagé, il y a une saloperie de bestiole qui pique la seule pièce qui n'est pas encore pétée sur la machine. Et Hunter et Omega partent pister la créature. Me demandez pas pourquoi Hunter, Rambo, enfin je vais l'appeler Rambo, ça ira plus vite. Rambo prend une gamine de 5 ans pour pister une créature boufferuse de condensateurs. Cherchez pas, il y a pas trop à comprendre.
Manque de bol, Hunter, il a oublié de vérifier ses bouteilles d'oxygène, donc il tombe dans un coma, il tombe quasiment raide mort. Hein. Coup de bol, il avait embarqué Omega qui se la joue pitch black en essayant d'aller chercher le condensateur dans les terriers de la saloperie de bestiole. Pendant ce temps, les autres pieds nickelés essayent de réparer un tant soit peu le vaisseau. Et puis entre l'autre gros boulet de monstre de puissance, mais qui se fait bolosser quand même un peu trop souvent par des créatures qui ont 2 têtes de moins que lui, mais qui commencent à avoir mal au crâne. L'homme tournevis, l'homme cadavre tournevis et le geek à lunettes qui raconte conneries sur conneries. Les réparations n'avancent pas, Omega galère, et pendant ce temps, du côté de l'Empire, on a enfin des trucs sympas, puisque Tarkin et un autre chef Haillon là de Rempart quel nom à la con, donc Tarkin et Rempart commencent à faire un concours pour savoir qu'il faut garder les clones ou pas dans le nouvel empire. Rempart a une idée, on prend Corsair et on lui fout une nouvelle armure de Crosshair. Oui, mais il a une croix, il porte il a une croix sur l'œil et des têtes de mort partout, donc c'est un Corsair, faites pas chier. Donc, ils le mettent à la tête d'un groupe de l'élite de la mortitude et nouveau. On ne sait pas d'où ils viennent. Hein, l'Empire, il a 3 jours, on vous rappelle. Hein. Mais bref, ils forment une nouvelle unité spéciale. Ils vont traquer sur Onderon, un petit groupe mené par clin d'œil, Saw Gerrera, qui a encore changé de gueule depuis la dernière fois qu'on l'avait vu. On l'a vu dans le pilote, Sylvain. Hein ? On l'a vu dans le pilote. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il a encore changé de gueule. Bref, en fait, Crosshair et les autres guignolos en noir sont là pour capturer et exterminer, plutôt exterminer le groupe de Gerrera. Sauf que il y a l'un des nouveaux super Stormtroopers. Il n'est pas joué à l'idée de tuer des gens. Crosshair le flingue. Puis flingue les autres hommes, les autres, non, pas les autres méchants, les gens, pardon, il flingue les pseudo-rebelles, parce que Crosshair, au moins, c'est quelqu'un qui en a, et puis il aime pas les déserteurs, et puis il en a gros sur la patate, surtout. Et ça montre bien que Crosshair, lui, c'est un bonhomme, et vive l'Empire. Pendant ce temps-là, on a Tiketa qui a récupéré le condensateur. Le vaisseau arrive à redémarrer. Yukaida, et on se barre pour de prochaines aventures. Puis on a une dernière discussion finale entre Lamassu et une scientifique, Nala, je crois, qui n'a rien à voir avec le Royaume. Nalacé, oui, pardon. De se manier le cul sur des travaux top secrets pour la mise en place d'un clone supérieur. Clin d'œil. Ça, c'était l'épisode 3, trouver sa place. Ensuite, l'épisode 4, la chasseuse de primes. Clin d'œil. Qui fait la part belle au personnage magnifiquement joué par je sais plus qui. Voilà, merci. Dans The Mandalorian, donc ça, c'est l'épisode qui est centré sur Fennec Shand, et pas Sand, mais Shand. C'est l'épisode hommage, où c'est même Ming qui double ce personnage-là, parce que il faut bien. Donc, là, on a encore les Pini-Clés on vous rappelle encore une fois, sont des super clones, des super commandos, des forces spéciales avec Rambo à leur tête, qui se font bolosser pendant 25 minutes par une chasseuse de primes qui débarque, on ne sait comment. Sur la planète Idaflor, elle va même tenter de récupérer Omega, alors d'abord par la manière douce, parce qu'Omega est conne comme ses pieds, puis par la manière forte, où elle arrive à mettre encore une fois une pâtée sur nos super commandos, mais on vous rassure,
on est dans une série pour gamins, donc les pieds nickelés récupèrent la petite chieuse. Fennec n'est pas tuée, on vous rassure, hein, elle n'est pas non plus blessée, personne n'est mort, mais elle, de mémoire, Fennec fait ami-ami avec un nouvel informateur qui lui dit de la rappeler, tout ça. Bref, il s'est encore rien passé de très florichon dans cet épisode. Et on va même se dire qu'on s'est bien fait chier. Alors, l'épisode numéro 5, mission de sauvetage. Suite au bolassage en règle par Fennec, la Bad Batch veut plutôt connaître le nom de la personne qui a payé Fennec pour récupérer Omega, sauf que pas de bol, les mecs ils ont des idées mais ils ont pas de pognon, donc ils vont sur Horn-Mantel suite à une info de Echo qui se rappelle qu'il y avait un célèbre informateur qui est utilisé par les Jedi sur cette planète qui s'appelle Rio Sid. Donc ils vont là-bas. Cette personne-là qui est une grosse lézard vert et jaune. Une Trandoshan. Ah, c'est une Trandoshan. Ouais. Putain, j'avais même pas remarqué. Trandoshan. Mais elle est petite par rapport au reste de l'espèce qui sont habituellement de la taille des Wookiees, quoi, quasiment. C'est ça. Et puis, oui, là, c'est Mimimati chez Trandoshan, quoi. Donc, cette dernière se propose de se renseigner sur l'employeur de Fennec. Mais comme ils n'ont pas de thunes, elle a une mission pour eux. Il faut aller récupérer Mushi, qui est un enfant qui aurait été kidnappé par des esclavagistes zigériens. Donc, ils sont en gros des hommes chats bleus pâles. On connaît bien parce qu'on les a déjà vus précédemment. Oui, je me disais que je les avais déjà... Clone Wars, dans plusieurs épisodes. Oui, il y avait tout un arc avec Obi-Wan, je crois. Oui, Obi-Wan et Anakin qui étaient prisonniers, et je crois qu'on les revoyait une autre fois plus tard dans la série. Et là, c'était pas avec Ahsoka, justement? J'ai un... Ça me dit... Dans la saison 7, non, ils étaient... Ouais. Non, c'était les autres, là, ceux qui ont dans le tête. C'était ceux qui étaient dans Solo. D'accord, ok. Ceux du... Non, pas du Soleil Noir, mais qui travaillent avec le Soleil Noir. Ouais. Ok, donc la Dream Team se met en chasse de ces esclavagistes. La petite subtilité, commencez à voir le clin d'œil, c'est que la mission, elle est offerte par Jabba le Hutt. Clin d'œil, pour aller récupérer Mushi. Donc ils arrivent assez vite sur place, sauf que sans s'en apercevoir, alors que pour une fois Omega a été enfermé à triple tour dans le vaisseau, nos esclavagistes ils se sont aperçus qu'il y a un vaisseau qui arrivait, ils ont été le voir, ils ne trouvent personne, mais Omega se met à les suivre, et quand il arrive sur place, manque de bol, nos super commandos ont encore fait les pieds nickelés, et se retrouvent encore une fois en calbute, pieds et poings liés, prêts à se faire vendre par les esclavagistes. Avec quelques personnes, dont une jeune enfant que tout le monde prend pour Mushi. Clin d'œil. Après quelques petites engueulades et pérégrinations, Omega arrive à déverrouiller la cage d'un bébé rancor, clin d'œil, qui est là simplement peut-être pour servir de casse-croûte aux esclavagistes et autres. Et bébé rancor, comme il a bien les boules d'avoir été enfermé, commence à tout péter et envoyer valser les esclavagistes, à les bouffer, à les piétiner, bref, le traitement habituel pour ce genre de saloperie. Les clones en profitent pour s'évader et évadent aussi les prisonniers et se rendent compte en fait que Mushi, c'est pas le petit enfant d'esclave, c'est bébé Rancor. Donc il faut, après avoir flingué les quelques esclavagistes qui sont encore vivants après le passage de Mushi, Wrecker a une très bonne idée pour maîtriser bébé Rancor, se foutre sur la gueule.
pendant 20 minutes, ce qu'ils arrivent très bien jusqu'à ce que les deux sont très très fatigués. Et une fois qu'ils sont bien fatigués, ils arrivent à ramener l'animal acide où le client attend déjà. Le client n'est autre que Bib Fortuna, le bras droit de Jabba le Hutt. Donc, nos pieds nickelés arrivent enfin à faire un truc. Ils récupèrent un peu de pognon de la part de Sid, qui leur promet, même s'il n'a pas l'identité du prestat de Fennec, il leur promet de leur filer d'autres renseignements et d'autres missions si l'occasion se présente. Ce qui fait d'eux maintenant des corsaires ou des mercenaires. Choisissez le terme que vous voulez. Et on se finit l'épisode là-dessus en ayant une petite pensée pour Mushi qui se fera écraser comme une grosse merde par Luke Skywalker quelques années plus tard. Voilà, fin de résumé des épisodes 2 à 5. Quel beau moment. Ouais. Oh, j'y étais là. Ça va plaire à beaucoup de nos auditeurs. Ouais, je veux. C'est... Par contre, j'espère qu'il n'y a pas d'assistante sociale qui nous écoute, parce que sinon, t'es un peu fiché au niveau des gosses. Je m'en tape, j'en ai pas. Non, mais il faut dire ce qui est. C'est... Même si j'en ai fait des caisses et j'en ai rajouté, à part l'épisode 5, et quelques éléments avec Crosshair dans l'épisode 2, quand il est à la tête de cette force spéciale, le reste, moi, je m'emmerde dans cette série. Clairement, il y a rien qui me plaît dans cette série. Alors, il y a un point qui pour moi me semble essentiel et de ce que j'ai lu à droite à gauche obtient un peu l'unanimité. C'est quand même l'aspect visuel. C'est-à-dire que cette série, donc c'est le moteur graphique qu'on connaît déjà, puisque c'est celui de la saison 7 de Clone Wars, mais on atteint un rendu, que ce soit dans les décors, les costumes, les personnages, que je trouve juste incroyable. Il y a une richesse dans les arrière-plans. Alors là, on est loin. Alors, Clone Wars était déjà assez riche, mais je trouve qu'on est vraiment passé à un niveau au-dessus, et on est très très loin de ce que Rebels nous avait montré. Tous ces lieux qu'ils visitent, alors hormis l'épisode sur la Lune, qui est très rocailleux pour être rocailleux, sans avoir vraiment de variété, mais tous les autres épisodes, que ce soit de Kamino jusque là, dans cet épisode 5, cet endroit où ils vont récupérer Mushi, c'est les designs. Les designs sont incroyables, les rendus sont incroyables, les villes, elles font Star Wars à fond. Moi, j'ai très envie de voir ce genre de ville en version live. C'est un peu ce qu'on voyait dans Rogue One, avec la station spatiale au début et puis Jeddah. Jeddah, ouais. Voilà, mais il y a vraiment cette fibre, mais ça respire Star Wars à chaque plan. Et que ce soit les clones, que ce soit... ça c'est vraiment pour moi la grosse qualité de la série, mais la très très grosse qualité de la série, en tout cas celle qui semble être la plus rejointe dans la communauté. Celle qui fait l'unanimité, quoi. Je suis d'accord avec toi sur la partie graphique. J'ai rien à dire. C'est vrai que je préfère largement ces graphiques-là à ceux de Rebels et encore pire à ceux de l'autre là, de Résistance. Là, c'est vrai qu'on en prend vraiment mais plein les mirettes, je trouve. Ah ouais. C'est les personnages, comme tu disais, les concepts. Les concepts, oui. Voilà. Je trouve que tout est magnifique. Les personnages, la multitude de personnages différents aussi. C'était un petit reproche qu'on avait dans les débuts de The Clone Wars, où tu voyais pendant des courses-poursuites, par exemple, sur Kamino, non, pas sur Kamino, sur Coruscant, où tu voyais dans la même rue quasiment 5 fois le même modèle de personnage. Là, tu as des déplacements dans les rues, dans les villages, sur Solaskami, dans la petite ville, ou dans l'épisode 5, quand ils se baladent en ville ou autre, il y a plein de personnages différents. C'est vrai que ça a énormément de gueule. C'est super riche.
C'est super riche, ouais, c'est très beau. Et même, je rigolais, mais même le design de Mouchi, je vais l'appeler Mouchou, je vais pas m'emmerder, je le trouve génial. En mode bébé rancor, il est à la fois tout mignon, tout gentil, mais il est aussi ultra bourrin. On voit que c'est un rancor. C'est un rancor mignon, mais tu vois, comme sur l'image qu'il y a là, c'est un rancor, mais il a cette bave aux lèvres, tu vois, les griffes, les crocs, et il balance les gars quand il les combat, il les piétine, il les balance de tous les côtés. C'est un mignon bébé rancor, mais c'est quand même un rancor. Voilà. Mais non, c'est ce que tu disais, c'est qu'on sent quand même qu'ils ont travaillé les concepts et que vraiment, c'est vraiment moi ce que j'attends de l'univers Star Wars. C'est que dans n'importe quel support, qu'il soit littéraire comme parce que dans la Haute République là récemment, on a quand même eu ils nous ont fourni des concept art et tout, mais que ce soit de la littérature en passant par l'animation jusqu'à un film live, moi j'attends que Star Wars ce soit riche comme ça. Alors pas toutes les planètes, hein, on est d'accord. Il peut y avoir des Nevarro aussi aux quatre coins de la galaxie, mais il y a des endroits, il faut quand même que ça respire la vie. Il y a des milliards et des milliards d'êtres vivants dans cette galaxie. À un moment donné, il faut qu'on voit que ça grouille, quoi. C'est ça. Je suis assez d'accord sur quelque chose que tu viens de dire, Loïc, c'est que il y a une sorte de continuité dans ce qu'il nous donne par rapport au thème global de Star Wars. Moi, si tu me dis Star Wars ou si tu le dis à quelqu'un qui s'y connaît pas trop, j'ai l'impression que l'image qu'il peut voir, c'est un vaisseau dans l'espace, puisque c'est une technologie qu'on n'a pas ou assez très peu. Et là, sur cette série, je m'extasie à chaque fois que tu as un plan sur un vaisseau qui atterrit, qui décolle. Je trouve que la qualité visuelle des détails de chaque vaisseau est assez impressionnante. Ça dure jamais très longtemps, mais à chaque fois, ça me fait vibrer. Les lumières quand ça atterrit sur une planète, comme tu disais, avec tu vas voir un peu l'architecture dans le fond. Ça, c'est très bien pensé, c'est assez furtif, mais je trouve que cette attention donnée, elle me rappelle des moments magnifiques dans les films, ou même dans la trilogie originale, où tu arrives sur des gros plans des croiseurs de l'Empire, ça fout les frissons. C'est ça. Certains plans qu'on va retrouver dans la postlogie, certains plans qu'on va retrouver dans The Mandalorian sur des détails de vaisseaux. Pour moi, c'est ça. Moi, tu me colles du vaisseau, je suis contente. Il y en a, ils aiment bien voir des aliens, il y en a, ils aiment voir, je sais pas, ils aiment entendre les musiques. Moi, mon truc, c'est les vaisseaux. J'y connais pas grand-chose en termes. C'est la signature. C'est le fameux chacun son Star Wars, c'est que toi, ce qui va te parler, plus ce qui va te toucher, c'est justement tout ce qui va être autour des vaisseaux, peut-être de la technologie, de la mécanique. Voilà, là où effectivement, quelqu'un d'autre, lui, ça va être les groupes de pirates et les hors-la-loi. Et juste pour rejoindre ce que tu disais, c'est que du coup, dans la Haute République, c'est pareil, dans ce que j'ai commencé à lire, ça m'a plu, on parle de vaisseaux, on parle beaucoup de vaisseaux. C'est des stars, ça se passe quasiment que dans l'espace. Donc déjà, ça aide. Volume. Et ça j'aime bien. Il y a plein d'autres trucs qui me saoulent dans Bad Batch, mais ça, je l'avais noté à relever des plans sur des vaisseaux, sur tu vois, que ce soit sur du vaisseau crado, des caisses, des trucs de chargement ou du beau vaisseau, ça, je trouve que c'est bien joué, c'est important. C'est vrai qu'en plus, quand tu disais les vaisseaux crado ou autres, les caisses de chargement, c'est vrai que au début de The Clone Wars, ils ont refait le coup avec Rebels et avec Resistance. Les vaisseaux sont assez propres, tout est bien rangé, il y a rien qui traîne. Et là, en fait, tu regardes simplement leur navette modifiée, c'est le bordel absolu. À chaque fois, il y a tout qui traîne, il y a un peu. Finalement, c'est comme toi quand t'empiles les cartons dans un placard parce que tu sais pas où les foutre. Et c'est vrai que ça fait du bien, même les spatioports. C'est encombré, il y a des trucs de partout. Dans l'épisode 2, là, quand ils vont faire les cons, il y a des caisses de partout, des trucs de partout. Et c'est vrai que tu vois que c'est aussi ça l'évolution graphique et forcément de la puissance de calcul. La puissance du moteur, de mettre plein d'éléments. Voilà, de mettre plein de persos, plein d'éléments dans tous les sens. Ça rend les épisodes vivants. Oui. Au moins. Et ça, c'est vraiment le bon gros point de la série. Par contre, tu peux pas faire chaque projet Star Wars en disant ça se passe sur la bordure extérieure, alors vous comprenez, il n'y a rien.
oui, c'est très bien. La bordure extérieure, elle doit être énorme, vu que c'est la bordure vraiment, l'anneau qui finit cette galaxie. Mais je veux dire, punaise, enfin, des planètes sur Star Wars, il y en a quand même des wagons, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, l'épisode sur Tatooine de la saison 1 de The Mandalorian, le premier épisode, le 4, je crois, Oui, celui où il y a Fennec. Où il y a Fennec. Moi, il m'avait fortement déçu parce que, oui, ok, il y a la cantina, il y a les Spider-Man, il y a plein d'éléments de la prélo et de la trilogie originale. Mais la cantina, t'as 4 persos, mec. Les rues, elles sont toutes vides. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. C'est vrai que le sable, on a marre, quoi. Non, mais c'est même pas ça. C'est que on te remettait dans cet épisode plein d'éléments en mode regardez, c'est Mos Eisley, c'est la cantina et tout ça. Il n'y a pas un chat, mec. T'as mis tout ton pognon dans la reconstruction des décors. T'as même pas eu l'idée de prendre les assistants ou les mecs des gens sur le tournage, leur foutre des capuches ou des vêtements qui allaient à leur taille. Hey, allez vous asseoir dans un cantina, faites semblant de discuter, de parler, mais je veux du monde là-dedans. Je vais aller encore plus loin que toi, Sylvain. C'est que ça a été très réussi justement sur Nevarro, notamment dans le pilote de Mandalorian, où quand on se promène avec Mando, quand il arrive sur Nevarro pour aller voir Greef Karga à la cantina, il se promène dans la ville. Et là aussi, ça. Alors, c'est pas une grosse ville, c'est une petite ville. Ouais, mais il y a du monde partout. Mais il y a du monde, Ouais, on peut dire. c'est crade. C'est pareil, voilà, c'est crado. Voilà, et il fallait reprendre ces personnages pour mettre au fond. Et voilà. Et bon, on l'avait pas dans Rebels. Enfin, ça manquait dans Rebels. Ben voilà, au moins la nouvelle série animée. Ben au moins. Bah regarde. Ouais, et puis regarde dans Rebels, je crois que c'est le pilote. Il y a une course sur une autoroute vide, quoi. Il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Il n'y a personne, il n'y a même pas. Qu'il y ait personne dans la campagne, je peux encore le comprendre. C'est mec qui font une course sur une autoroute où il n'y a pas de véhicule. Il n'y a rien. Et forcément, il y a quelqu'un qui va dire ah oui, mais c'est sous l'Empire, il y a des blocages, machin. Non, mais même dans la ville, on vient de passer un an quasiment en confinement. On dit aux gens, vous sortez plus de chez vous à 18h. Et mecs, ils sont en train encore de prendre l'apéro en terrasse à 21h. Alors, oh. Mais dans l'Empire, ça rigole pas. Ouais. C'est pour ça, hein, moi je vous dis, les flics ils tirent à vue et on respectera le confinement et tout le monde respectera le confinement. Il y a plus de. C'est ce que font les Stormtroopers, mais comme ils ratent la cible, du coup personne ne les prend au sérieux. Ah ouais. Et Sylvain, tu disais quelque chose pendant tes résumés dans les points négatifs. Tu disais la Bad Batch, c'est un super commando de l'Empire, enfin de la République, pardon. C'est ça, c'est des. Ils sont surentraînés, ils sont bolossés par le pauvre merdeux du coin là. Alors, et par une gamine de 5 ans, moi ça m'exaspère. Pour le bolossage, je peux être assez d'accord avec toi. Quand bien même, on a quand même, parce que tu disais aussi, oui, bah voilà, ils se retrouvent grosso modo, ils savent pas quoi faire, ça y est, ils sont partis de Camino et ils savent rien foutre. Ah, c'est des clones qui ont été biberonnés entre guillemets par la République. Je suis pas d'accord avec toi. Regarde Rex, regarde tous les clones qui se sont barrés. Là, c'est les pieds nickelés. Là, t'as l'impression que vrai cœur, tu le mets tout seul dans une ville, le mec il dépérit parce qu'il il serait même pas capable de bouffer tout seul. Mais justement, toi, tu vois là un point négatif. Moi, j'y vois là une qualité, c'est-à-dire que justement, quand on sort des personnages de leur conditionnement pour les laisser, entre guillemets, livrés à eux-mêmes, effectivement, ils sont un peu perdus. Et là, tu oublies quand même le côté, on a rajouté Omega. On voit bien dans l'épisode 2 que Hunter, il est complètement dépassé à l'idée de s'occuper de cette gamine, puisque justement, il veut la refiler à Cut, le clone, en lui disant elle sera plus heureuse avec toi, tu as déjà des enfants. Mais justement, il sait qu'il n'est pas fait pour élever. Mais il a pas que ça à foutre d'élever un gamin. Il a l'armée au cul. Son plan, c'est de se. Ils ont surtout l'armée au cul parce qu'elle est avec eux. Techniquement, parce que si tu enlèves Omega, si tu enlèves Omega, ils ont Crosshair au cul. La Bad Batch. Ils ont juste Crosshair.
Oui, ils ont juste le crosshair. C'est juste le mec qui les connaît par cœur, qui est capable de les renifler. D'accord, mais je veux dire, quel est l'intérêt pour l'Empire de déployer des ressources pour aller capturer ces 4 clones qui se sont barrés? Aucune. Il n'y a pas de rébellion encore à cette époque-là. Ils n'ont pas fait preuve d'un esprit justement d'initiative pour aller sur une planète, monter une rébellion, etc. Je veux dire, 4 déserteurs dans l'Empire, il n'y a aucun intérêt. Ouais, mais alors là, ça vient en contradiction avec le fait qu'ils butent les mecs de Soguerra. Tu peux pas... Oui, c'est vrai, d'accord. Ça vient en contradiction. Il n'y a peut-être pas de rébellion, mais Tarkin, c'est pas le mec le plus coulant. Si tu vas pas dans mon sens, effectivement, je te bute. Voilà. Maintenant, l'intérêt d'envoyer un commando sur Onderon, c'était quand même pour tester la loyauté. Donc, je suis pas sûr qu'il aurait envoyé une armée complète dézinguer Saw Gerrera et sa troupe. Donc, si tu veux... L'étoile de la mort, je te rappelle que pour faire parler une personne, ils font péter une planète. Ouais, mais... dis donc, faut pas tout sortir du contexte. Hein. Oui, mais c'est pas... Non, mais d'un côté, on nous présente l'équipe... Non, moi, je veux bien qu'ils soient endoctrinés et autres, mais ils sont pas censés avoir 3 de QI non plus. Contrairement à la... Ils n'ont pas 3 de QI, si ce n'est que contrairement à ce qu'ils font habituellement, ils ont un plan, ils savent ce que chacun doit faire, ils ont leur équilibre, tout est au millimètre. Là, ça marche contre, là, ils improvisent. Ils improvisent. Et il y a la donnée, en fait, qui fait que c'est l'improbabilité, et c'est ça qui les déstabilise. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais alors, je comprends ta théorie, sauf que en pratique, ça marche pas. En pratique, c'est un plan, n'importe quel flic militaire ou n'importe quel Pékin qui a essayé de monter une commode Ikea en suivant à la lettre le manuel, sait qu'arrivé à la page 2, il va se passer un truc. Donc, un plan, même si tu sais que le gars, alors on déboule à telle heure, il se passe ça, et puis on fait ça, et puis on part là. Si on prévoit 3 zones d'extraction pour les soldats, c'est bien parce qu'on sait que la 1 et la 2, elles vont être compromises. C'est les mecs qui sont, même s'ils ont leur technique, leur capacité propre, les mecs doivent pouvoir improviser, justement, doivent pouvoir se débrouiller, doivent pouvoir sortir du scénario préconçu. Okay, je persiste et je signe. Si on a des militaires ou des flics qui nous écoutent, merci de confirmer que vous n'avez pas tous 3 de QI et que vous n'êtes pas cons comme des manches à balai. Et je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est eux ont l'habitude de monter des plans en ayant justement le biberon de la République derrière. C'est-à-dire qu'en termes de soutien, en termes de financier, en termes de carburant, en termes de tout ça, ils n'ont absolument jamais eu à se poser la question pendant les 10 ans de leur service, tiens, comment on va faire pour avoir à manger ou comment on va faire pour avoir de l'essence. Ils n'en avaient pas besoin, ils savaient comment le faire. Et si jamais ils étaient pris derrière les lignes ennemies, ben là, ils improvisaient. Mais ça n'a pas dû arriver souvent, à mon avis, qu'ils se retrouvent dans une situation... Regarde toutes les saisons de Clone Wars qu'on a eues. Oui, mais il y avait un soutien, du coup. Ils avaient une allégeance, et plus qu'une allégeance, ils viennent d'un bon de commande, les clones, mais ils avaient, même la Bad Batch, mais ils avaient vraiment une sorte de foi, t'avais l'impression, à la République. Donc ce soutien, comme tu disais, Loïc, ils se posaient pas la question, ils savaient qu'ils l'auraient. Même s'ils merdaient à des moments, même si ça partait en cacahuète, là, eux, c'est sûr qu'ils ne peuvent plus compter sur personne. Du tout. Oui, mais ils ne peuvent plus. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est ça. Ils ne peuvent plus compter sur personne. Mais j'ai l'impression que la série te dit qu'en plus, ils peuvent même pas compter sur eux-mêmes parce qu'ils sont trop cons et ils sont débordés par une gamine de 5 ans. À un moment, mais ça va venir. On te mettrait Oméga entre les pattes, c'est clair que ça te ferait chier aussi. Bah, je la ferme dans les chiottes et puis c'est fini. Mais Aude, en plus, ce que tu dis est très juste, c'est que dans l'épisode numéro 2, on comprend qu'ils sont totalement déstabilisés par la chute de la République, qui est en fait à la fois leur foyer et leur famille, quelque part. Et ça les a... déjà, ça leur a mis un coup au moral. Hein. Ça, on le voit très bien dans l'épisode 2. Donc ça, plus Oméga, plus la fuite, plus s'organiser, plus ne plus avoir le soutien logistique de la République, etc. Ben ouais, moi je comprends que ces mecs-là, ils soient complètement... Ils galèrent, quoi. Bah, bien sûr, ils galèrent. Et je trouve ça... Et au contraire, je trouve ça bien qu'on nous les montre en train... Alors,
c'est toujours exagéré parce qu'on reste dans le cadre d'une série pour enfants. Bien sûr. Quoique, on pourrait quand même en parler sur certains plans qui sont quand même un peu plus durs. Oui, mais bien voilà, sûr, ça a toujours été exagéré comme ça dans Rebelle, Mais il ça faut- a toujours été exagéré Voilà, dans il Clone Wars. faut que ça puisse être compris rapidement. Voilà, il galère, C'est mais ça. pas trop, mais un peu, sinon il n'y a pas de péripéties. Mais oui, c'est perçu comme ça. Et nous, avec notre regard d'adulte, c'est vrai que c'est un peu lourdingue, quoi, parfois, mais c'est Et excusable. si tu le transposes en version live, Aude, je pense que tu seras d'accord avec moi, à mon avis, on n'arrivera jamais à ce degré de gaffe parce qu'on ne Ah ben sera non. pas dans le même média. Bah, tu t'imagines pas un mec qui va faire les conneries ou de Breaker, là, son attitude comme ça, de gros lourdeau, ça passerait pas. Ouais, quoi. bah, si tu c'est files, celui- si tu files le film à Chris Lord et Phil Miller, si, ils te Ouais, font ce genre de franchement, si conneries, j'ai- c'est ça, bien. j'arrive à C'est bien l'imaginer, pour ça qu'ils ont été dégagés, les 2 boulets. Mais non, ça, Ouais. j'arrive à le concevoir. Mais c'est plus la façon dont tourne l'action par épisode qui me semblerait un petit peu difficile à transcrire en version live crédible pour un public peut-être plus adulte. Mais il faut pas oublier que Star Wars, c'est pour les enfants. Mm. Après, ce qu'on Oui, mais fait, Oui, mais ça, est-ce que c'est vraiment vrai ça maintenant? Vu qu'on a Filoni qui est à la tête de ce C'est machin-là, pour tout le monde. qui fait des références dans tous les coins, est-ce que tu crois vraiment qu'un gamin de 10 ans ou de moins qui regarde la série, il va savoir qui est Fennec, d'où vient qui sera leur encore? Il y a C'est une série t'as toujours d'animation. plusieurs degrés de lecture. C'est-à-dire que tu peux prendre cette série sans être un fan hardcore comme nous pouvons l'être de Star Wars et ne pas voir les clins d'œil sans que ça nuise à ta compréhension. Voilà. Et ça, bah, c'est le deuxième degré, celui des clins d'œil, il est pour les fans les plus assidus. Mais ça a toujours été. C'est quelque part une sorte de remerciement. Enfin, quand c'est bien fait, c'est pas problématique. Et là, je trouve que dans cette série, les clins d'œil qui sont faits, ils sont pas problématiques. Ça coule tout seul. Et ça fait très Mandalorien. On a eu cette discussion il y a à peine un an. Même moins. C'était l'automne dernier. La construction, moi, je trouve que la construction de cette série a quand même une grosse caractéristique similaire. On a des épisodes standalone qui représentent pour l'instant, chacun une mission, le point A au point B. Alors, l'épisode 5 était encore le plus parlant, je trouve. Le fait de venir voir cet informateur et de dire, bah, si tu veux ton information, tu vas remplir une mission pour moi. Là, limite, ça m'a embêté en fait de retrouver cet aspect qu'on avait décrié parfois dans Mandalorian. Ouais. Pourquoi parce que pour Mandalorian, pour moi, ça se justifiait beaucoup plus. Je sais pas si j'arriverai à l'exprimer. Mandalorian, si tu veux, je tourne les pages d'un livre et à chaque chapitre, il y a sa nouvelle péripétie. Mais dans la construction de Bad Batch, pour moi, on est plus sur une histoire fil rouge qui se développe qui est censée se développer sur ces 16 épisodes. Donc, je suis un peu dérangé. Alors, je suis un peu d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on a vu un tiers de la série et le fil rouge, à part la traque d'Omega, il avance pas des masses. Il n'y a rien. La traque d'Omega, et encore, on n'a pas vu Crosshair depuis 3 épisodes. Voilà. On avait des trucs par la vision de Crosshair des événements. Là, il a disparu depuis l'épisode 2. La traque d'Omega, on en parle dans un épisode. Et on n'a pas plus d'infos, on n'a pas encore plus d'infos que ça. On vient de voir un tiers de En fait, dans la construction, j'ai l'impression de me retrouver sur la saison 1 de Rebels. La saison 1 de Rebels, je le pense toujours, on a la moitié de la première saison. C'est des épisodes qui te présentent les personnages les uns derrière les personnages les uns derrière les autres et qui ne servent à rien d'autre. Et ça me gonfle. L'histoire commence à accélérer à partir de la moitié de la saison 1 pour déboucher sur un gros truc. Et j'ai l'impression qu'ils ont repris cette structure. Ouais, c'est possible, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi un autre point, clin d'œil, c'est le mal de crâne de Wrecker. Ah bah oui. Qui est de plus en plus récurrent, alors qu'on sait c'est pas un clin d'œil. Moi, j'appellerais pas ça un clin d'œil. Moi, c'est un indice. Ça sent le bazar.
Bah, ça sent le mec dont la puce va s'activer. Va s'activer, va foutre le bazar. Ou qui va devoir être tué par ses camarades ou abandonné pour une raison X ou Y. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. On est dans un show pour enfants. C'est clairement marketé quand même un peu comme ça, avec, notamment avec Omega, qui est la figure d'identification que peut avoir un enfant qui regarderait la série. Mais il y a quand même des choses qui me font dire que le second degré de lecture, on va peut-être être surpris quand même en arrivant à la fin de la série, et notamment la puce pour Breaker, parce que moi je me dis, si la puce de Breaker s'active par exemple, il n'y a aucune raison que ça finisse bien. Pas après qu'on nous ait montré un Crosshair qui dézingue, qui a aucun mal à dézinguer du Jedi, et encore pire, aucun mal à dézinguer du civil, parce qu'on a quand même cette série où le mec va dézinguer des civils et des pas des rebelles, mais des insurrectionnistes. Des pilotes, ouais. Voilà, mais de manière assez crue, et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ni dans Clone Wars ni dans Rebels. Donc on a quand même une espèce d'ambivalence, un pied entre deux chaises, et je me demande quand même si arrivé à la fin de la saison 1, on n'aura pas quelque chose d'un peu moins enfantin. Honnêtement, j'espère, pas pour le destin des personnages, mais j'espère on arrête très vite avec ce côté très enfantin, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, même si la situation s'empire. Parce que je préférais, parce que clairement, là, je m'ennuie à mort. On va décrocher, en fait. C'est ça. Pour moi, si ça n'accélère pas tout de suite... Comme ça, ouais. Si les 16 épisodes sont très lents, t'as des pérégrinations. Allez, je veux bien les 2-3 premiers épisodes où les mecs se font bolosser par les gars qu'ils rencontrent et par une gamine. Mais au bout d'un moment, je veux bien que ce soit une gamine, je veux bien que ce soit la caution, mais ils sont dans la merde. Au bout d'un moment, si elle se calme pas très vite ou si elle change pas d'attitude, si elle arrête pas de faire ses conneries, et si pire, Hunter ou les autres lui disent pas, écoute, on n'a pas le temps de jouer, on a l'Empire aux fesses, on a Breaker qui est en train de péter une durite, on a Crosshair qui va nous flinguer, si tu changes pas d'attitude, on est mort. Ça, ils vont pas lui dire. Breaker, il est amoureux d'elle, et Hunter, il l'a vachement... En gros, dégueulasse, va. Non, mais là, dans le dernier épisode, à un moment... c'est comme son grand frère. Ouais, voilà, c'est ça. T'as l'impression que c'est bon, quoi. Il l'a adopté comme son grand frère. Ils vont jamais aller lui dire d'aller se faire foutre, la gamine. Je pense pas. Tu rêves, là. Non, mais je comprends ce que Sylvain veut dire, c'est que si on transpose en live, je vois pas un clone faire du babysitting aussi longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça reste des militaires. Voilà, les militaires quand même qui ont maintenant t'arrêtes tes conneries parce que là, sans lui dire de fermer sa gueule, c'est un moment lui expliquer la situation. La former, on a le temps de jouer, t'es recherché, il y a des gens qui te recherchent, qui te veulent du mal pour X ou Y raison. Nous-mêmes, on est recherchés et on veut nous éliminer. On n'a pas le temps de faire ami-ami avec tous les gens que tu rencontres sur les planètes. Donc... Ça d'ailleurs, il serait quand même temps qu'on nous explique un petit peu, parce qu'on est quand même, comme tu as dit, au premier tiers de la série, qu'on nous explique un peu quel est le rôle d'Omega dans tout ça. C'est ça. Quelles sont ses capacités? Parce qu'on a des sous-entendus. Est-ce qu'elle est force sensitive? Est-ce que c'est le premier clone femelle qui va servir à une nouvelle génération de clones? Est-ce que les capacités de Superman ou autre, est-ce que c'est une Skywalker? Bref. On va pas se mentir. Quoi qu'il arrive, ça ne servira à rien, parce qu'on connaît la fin. On sait que l'Empire ne commande pas une nouvelle génération de clones. En tout cas, pour cette partie de l'histoire. Pour cette partie de l'histoire, parce qu'on ne sait pas si tout ça ne va pas déboucher sur une autre partie qu'on ne connaît pas et qui peut se passer plus tard dans le passé, dans le futur. Ouais, alors moi, un truc que j'aimerais bien, par contre, c'est qu'on garde du clone. C'est toujours une idée qui m'a... et même en repensant au plan de Rampage et de Tarkin, la conscription, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Parce qu'ils ont besoin d'énormément de monde pour l'armée impériale, vu le nombre de monde qui a surveillé, à contrôler.
Et moi, que les clone troopers deviennent, parce qu'ils sont trop vieux et que à cause de le vieillissement, enfin non, le vieillissement accéléré et autres, ils périssent, qui deviennent des instructeurs. J'ai aucun problème avec ça. Ça évitera de tous les zigouiller, alors que je les aime bien, moi, mais Temuera Morrison en armure. Par contre, un truc avec la conscription, ce que j'aimerais bien, c'est en plus qu'on voit d'autres façons de cloner. Tu sais, il y a d'autres, toi Loïc, tu dois le savoir, tu sais, les clones, je crois que c'est justement avec Throne qu'on a ça. Ah, dans les cylindres. Voilà, dans les cylindres. Et j'aimerais bien qu'ils mettent ça, tu vois. Que d'un côté, on te dise, il y a la conscription, mais quand l'Empire détecte, par exemple, qu'il y a un mec qui est un peu doué en pilotage, ou que le mec, il est justement pour faire des forces spéciales, que les mecs, à la base, utilisent, par exemple, des prises de son, des visites médicales, pour récupérer l'ADN de mecs, vont les cloner à plusieurs centaines ou à plusieurs milliers d'exemplaires, en fonction de leur capacité, puis après les dispatchent un peu partout dans la galaxie pour augmenter en fait beaucoup plus vite leur effectif. Alors c'est intéressant comme idée, mais à mon avis c'est pas le cas, pour la simple et bonne raison que dans l'épisode 1 on nous montre bien que Tarkin ne veut plus du tout entendre parler de clones. Alors, par contre, avoir mais Tarkin, de clonage qui servent pour une garde rapprochée de l'empereur ou quelque chose comme ça, éventuellement. Voilà, tu vois, pour des mecs spéciaux. Parce que même si Tarkin, il veut plus de clones, Tarkin, il n'est pas à la tête des... Enfin, si l'empereur décide qu'on va utiliser des clones dans certains cas, il n'y a pas de souci. Si Vador, par exemple, les Death Troopers, si Vador ou l'autre, Cap Blanche, là, Krennic décide que pour les Death Troopers, on va utiliser 2-3 mêmes types de gars pour faire les Death Troopers, c'est pas Tarkin qui est en position de refuser. Surtout si personne ne lui dit rien. Oui, on est d'accord. Ça me fait penser à un truc, ce que vous dites, là, je vous le redirai après, parce que sinon je vais oublier. Dis-le tout de suite. Dis-le maintenant, parce que... Dans les points positifs de la série, même pour les gens qui n'ont pas trop aimé, ce que j'ai relevé, c'est l'intérêt pour l'Empire. Pour apprendre plus de trucs sur l'Empire, c'est ça. Naissant. Même les gens qui n'aiment pas, même les épisodes où en effet on se fait chier, dès qu'on nous donne un peu du Tarkin, un peu des Kaminoans, un peu du Crosshair, du soldat, et ça on aime bien, parce que finalement on n'a pas non plus énormément de background là-dessus. Et c'est ça, on nous en donne vraiment au compte-gouttes, mais bon, c'est toujours ça. Ne serait-ce que le truc de changer la monnaie, là, de changer ses crédits républicains contre les impériaux en échange d'un numéro d'identité, là. Ça, voilà, on voit dans l'épisode 2, c'est ça. L'épisode 2, voilà. Il y a une notion très... Du coup, pour le coup, là, au-delà de la lecture des enfants, de quelque chose de très, très fiché les gens, d'avoir un numéro, oserais-je dire, un truc un peu concentrationniste... et ça c'était bien, c'est vite fait comme ça, c'est des petits bouts, et même les gens qui l'aiment pas, voilà, je voulais le dire parce que c'est vrai que c'est un point t'as tout à fait raison, moi c'est un point que j'aime beaucoup, dès qu'on passe sur l'Empire, ça m'intéresse. C'est plus sombre tout de suite, c'est plus sombre, c'est clair, concis, c'est plus prenant, en très peu de temps t'as plein d'infos sur comment ils passent de la République à l'Empire. En plus, je trouve c'est assez logique. T'as la petite guerre forcément entre Tarkin et Rampant. Bah oui, c'est comme ça. Rampart. Ah ouais. C'est pas grave. On peut les renommer, c'est bien aussi. On a Mouchou. Rampant, oui, mais Rampant c'est bien parce que il va s'aplatir devant Tarkin, donc c'est ça. Tarkin qui passe d'amiral d'ailleurs dans l'épisode numéro 1 à Grand Moff dans l'épisode numéro 3. C'est ça, c'est fou, hein. L'Empire à 3 jours, le mec il est déjà sous l'empereur. Alors d'ailleurs, c'est pour les gens qui sont totalement cinglés des détails, un peu comme moi. Tarkin, quand il arrive dans le premier épisode et dans l'épisode numéro 2, il a déjà son uniforme impérial.
Or, je sais que Filoni n'est pas très copain avec la littérature Star Wars, visiblement, mais Tarkin obtient son nouvel uniforme. La littérature Star Wars. Ça existe, ça? Ouais, il faudrait le dire à Dave Filoni quand même. Mais Tarkin obtient donc son nouvel uniforme de l'Empire dans le roman Tarkin, justement, au tout début, mais qui se passe largement après cette partie-là. Alors évidemment, on n'est pas sur du truc qui fausse la continuité comme les origines, enfin comme l'ordre 66 de Canon, par exemple. Mais ça m'a fait rire parce que si vraiment j'adore Dave Filoni, mais si vraiment je peux lui trouver un défaut, ça va être celui-là, et ça peut vraiment le desservir par rapport à la communauté de fans, de continuer à faire des coups de canif dans chacun des livres Star Wars. Dire, je pense pas encore fait un truc à chaque. Alors, je pense, c'est pas forcément que ça va desservir à Filoni, mais je pense que ça va dire, il va falloir qu'on pose ça là, mais je pense que ça va finir par desservir en mettant des coups de canif à la cohérence qu'ils veulent nous vendre, ça va desservir justement le message, les grandes conférences, je pense que à force, ça va gonfler tellement de monde qu'ils pourront plus avoir ce discours du. Alors vous savez, tout est sur un pied d'égalité. Ouais. Je pense que d'ici 2-3 ans, s'ils n'arrêtent pas leur connerie, ils vont finalement revenir à l'ancienne méthode, disant bah oui, on a les films, puis les séries, puis la littérature. Mais allez, ok, on laisse faire les auteurs, quels que soient les supports, et oui, s'il y a des problèmes incohérents, bon, c'est pas grave, mais la priorité va au cinéma et aux séries. Ouais. Mais j'en ai eu, je sais plus si c'était dans un podcast que j'ai écouté cette semaine, ou si c'était sur notre fil Discord, ou peut-être même sur Twitter, je ne sais plus, enfin bref, je me souviens d'une personne qui disait pourquoi je m'investirais dans la littérature Star Wars si à chaque fois qu'un personnage ou une origine ou une action qui se passe dans un livre, un comics, un roman est réutilisée en animé ou en version live, du coup, c'est pas adapté fidèlement. Et quelque part, je suis assez d'accord, c'est que si on aime les comics, si on aime les romans Star Wars et qu'on adore prendre notre dose de Star Wars, quel que soit le support, on a envie que ce qu'on a lu soit pas annulé un an plus tard parce que dans un an, 6 mois. Live, ou 6 mois, peu importe, mais que ce ne soit pas annulé ultérieurement par un autre réalisateur qui aura pris la décision de. C'est ça. Mais surtout, tu vois, ça me fait penser à Fennec. Dans The Mandalorian, elle a quel âge? Elle a l'âge de l'actrice, Fennec. Ouais, elle a une cinquantaine d'années, ouais. 50, ouais, elle a entre 50 et 60 ans, je crois. Elle aurait une vingtaine à peu près. J'avais calculé ça un peu. Voilà. Est-ce que là, elle a l'air d'avoir 20 ans? Moi, je suis passé entre 17 et 22 ans pour ma fourchette d'âge de Fennec. Non, pour moi, là, pour toi, là, pour moi, Fennec, là, elle est beaucoup trop jeune. Moi, ça m'a pas choqué, hein, parce que Sid... non, mais ça m'a pas choqué sur l'épisode même, et je suis tombé sur Twitter, sur des gens, justement, qui disaient, qui interloquaient l'actrice en disant qu'elle était plutôt bien conservée, ces trucs, et c'est vrai qu'elle, même elle avait l'air dans son poste, elle avait l'air d'être étonnée du physique qu'il lui donne dans la série The Bad Batch. Ouais. On en avait déjà parlé sur un Discord, pas le Discord Star Wars en direct, mais un autre où l'actrice elle est clairement asiatique et qu'il n'y a pas, on trouvait pas les traits. Enfin, on était 2 ou 3 dans le débat, mais dont un qui disait qu'on retrouvait pas du tout ces traits. Après, c'est pas un copier-coller, mais les traits asiatiques les traits sont assez. Bouche, oui, c'est fait. Un peu, mais... Effectivement, oui, c'est pas. Oui. C'est très lissé. Voilà. Non, c'est pas frappant, c'est que c'était pas voulu, quoi. Parce qu'après, le costume, oui, ok, nickel. Le costume, le casque, tout est là. C'était pas. C'était pas voulu. Alors, si c'était pas voulu, pourquoi faire doubler le personnage dans l'anime par l'actrice qui joue l'anime? Tant qu'à faire, sors-toi les doigts, quoi.
Ouais, bon après, si on va par là, je veux dire les personnages genre Tarkin, enfin, moi je reconnais pas Peter Cushing jeune quand je regarde le Tarkin de Clone Wars ou celui-ci. Hein. Ah ouais, Il y a mais... quand même sa mâchoire, il y a vraiment des gros... Ouais. En dessin animé, tu es obligé de grossir les traits, de Oui, de bah, c'est caricaturer évident. un petit peu Ouais, mais certains traits. c'est vrai qu'il y a un moment, mais regarde, Hunter, bon, tu retrouves pas Temuera Morrison. Par contre, Sylvester Stallone, Oui. ils ont fait tout pour que le visage de Hunter ressemble plus à celui de Stallone dans Rambo que à celui de Morrison Moi, dopé je aux suis hormones. désolé, mais la tête des clones réguliers, moi, je reconnais pas Temuera Morrison. Hein. Mais vraiment pas du tout. D'ailleurs, à tel point que quand dans Mandalorian, on revoit Temuera Morrison sous le casque de Boba Fett, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer son visage derrière des clones. Alors que c'est lui qui les a interprétés la première fois. Enfin, ce que je dis ne devrait pas avoir de sens. Mais pour moi, maintenant, le visage des clones, c'est le visage des clones de Clone Wars. Et pour moi, il y a vraiment une différence. Alors, évidemment, oui, mais je veux dire, bon, on est d'accord, on retrouve des traits, mais c'est pas la grosse ressemblance de la mort qui tue, quoi. C'est pour ça que je dis que ça doit pas être vraiment leur but, quoi. Ils sont pas là pour faire... Non, je pense déjà pas, qu'ils ont des incohérences de scénario, mais alors s'ils devaient avoir des cohérences physiques permanentes, les pauvres. Ça me refait penser à un truc. Oui, vas-y. Oui, parce que je finis sur ça parce qu'après, est-ce que vous arrivez à imaginer Temuera Morrison affiné qui pourrait jouer le rôle de Omega adulte? Enfin, non, ça n'a pas de sens en fait. C'est pour ça que je dis que pour moi le trait ne ressemble pas, c'est que vraiment on est loin de ça. Donc ça m'a pas choqué que Fennec n'ait pas complètement les traits de l'actrice. En même temps, pourquoi la mettre elle là et pas n'importe quel chasseur de primes? C'était quoi? C'était encore un gros clin d'œil. Voilà, c'est ça. C'est un clin d'œil parce qu'on l'a vu. Filoni adore ça. Voilà. Faire des références intergénérationnelles à ses quand je te dis, pourtant, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime les univers vraiment construits. C'est pour ça que j'aime ça. Quand on me prolonge les univers, on passe de tout. Tu me crées un univers et tu le fais vivre. C'est ce que fait Filoni. Mais moi, le problème que j'ai avec ce mec-là, c'est que il n'arrête pas de s'auto-référencer. Il fait venir à chaque fois toujours les mêmes personnages. C'est limite là, si dans Bad Batch, je m'attends pas à voir débouler à un moment ou un autre Ahsoka, Dark Maul. Ahsoka, je pense pas. T'en sais rien, mais moi je vois le coup, venir. Il n'arrête pas de faire ça. Il les a fait interagir à chaque fois qu'il était à la tête des séries. Il les fait venir. Ahsoka, The Clone Wars, Rebelle, Mandalorian, Maul, pareil. Moi, je les vois débouler. C'est ce qui m'énerve le plus avec Filoni, c'est que il est toujours obligé de remettre. J'ai l'impression que le mec se fait toujours des menus best-of en fait. Il te met toujours les mêmes. Alors, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord avec le constat qui est fait, mais pour l'instant, tu peux pas le reprocher à Bad Batch. Ah non, pour l'instant, non. Pour l'instant. Sauf sur l'épisode centré sur Fennec. Oui, et je te dis que pour l'instant, moi, s'il l'a pas fait, je serais finalement ultra étonné qu'il ne ramène pas ces personnages, un ou plusieurs de ces personnages fétiches dans Bad Batch. Ouais, d'accord, mais tu peux pas comparer Fennec et Ahsoka. Je veux dire, c'est pas la même ampleur, c'est pas le même. Est-ce que tu paries que Fennec, ils vont nous en sortir des kilotonnes sur de la BD, Oui, ça c'est. Moi, j'en avais rien à foutre de Fennec, franchement. Moi, pareil. J'ai vu qu'elle était dans l'épisode. Bon, allez, ouais, ok, c'est elle. Puis après, tu te dis, c'est une chasseuse de primes lambda. En plus, il m'a saoulé cet épisode.
Donc, il n'y a aucun moment où je me suis redit, ah oui, c'est la Fennec qu'on a vue, pourtant que j'ai bien aimé dans Mandalorian, pour le coup. Mais là, non, rien à foutre, quoi. Ça aurait été une autre espèce, un mâle, n'importe quoi. Voilà, l'idée que Omega est poursuivi, d'accord, c'est bon, on l'a bien imprimé. Après, si c'est avec Fennec, bah, faites-en quelque chose derrière, dans ces cas-là, de construit, si c'est bien construit. Mais c'est vrai que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il est quand même sous-entendu qu'on va la revoir. Parce qu'en fait, son contrat, c'est de récupérer Omega. Ouais. Donc, bon, la question, c'est qui veut la récupérer. Bon, pour moi, c'est les Kaminoans qui l'emploient. Parce que si c'est Crosshair qui les récupère, il va désinguer tout le monde. Donc, les Kaminoans, à mon avis, eux, veulent récupérer Omega avant que Crosshair les désingue tous. Alors, le problème, ça pourrait être logique. Pour moi, ça peut pas être les Kaminoans. Ça pourrait être les Kaminoans s'ils engageraient Fennec, sauf qu'ils savent très bien que Omega, elle est avec les clones. Donc, si c'est les Kaminoans, ils savent que Omega n'a rien à craindre des clones et qu'il suffit en fait d'apporter un message disant on se retrouve là, refilez-la nous, on va faire des. Mais non. Tu crois vraiment que là, s'ils recevaient un message des Kaminoans, Hunter, il dirait ouais, c'est cool, la voie est libre, allons-y. Mais non, il penserait à un piège. Mais t'as les moyens. Mais c'est pour ça, t'as les moyens de. C'est des forces spéciales, c'est pas des demeurés. T'as des moyens. Je suis d'accord. Il a les moyens de savoir si c'est un piège ou si c'est pas un piège. Ils ont des moyens de communiquer. Il a les Kaminoans. Les Kaminoans ont créé ces mecs-là. Les ont fait entraîner. Ils ont quand même, j'espère en tout cas, les moyens de communiquer discrètement avec eux et de pouvoir leur dire, parce que c'est pas des clones lambda, ils ont quand même des moyens quand même de leur dire on a besoin de la gamine, on sait que vous êtes en galère, c'est pas un piège, ce sera pas mortel, enfin j'espère, ce sera pas mortel pour elle, filez-la à la chasseuse, ou si vous voulez pas la filer, ramenez-la nous, Sand, venez avec Sand, venez équiper en armure avec le max de munitions si vous pensez que c'est un piège. Voilà, il y a quand même, t'as des milliards de moyens de leur faire comprendre que c'est pas un piège, au gars. Ouais, les Kaminoans, ils m'intriguent quand on les voit à chaque fois, ou même quand on voit juste la femelle. Là, j'aime bien l'ambiance de mystère qu'il y a autour d'eux. Ça a toujours été comme ça. Vu l'ambiance qu'ils créent autour de leurs petites interventions, j'espère qu'ils ont construit un truc vraiment sympa, parce que je trouve que ça prend ça, ces moments où on les aperçoit, dans le peu qu'ils disent, dans ce qu'ils laissent entendre, il y a du mystère derrière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans leur tête. En plus, je trouve qu'on faudrait un peu nous développer, quoi. Oui, ils vont la disséquer avec des bombes grossis circulaires. Oui, non, je suis pas sûre. Je voulais juste vous dire un truc tout à l'heure, avant que j'oublie. Avec un ami, on disait que ce manque de rythme qui va faire que certaines personnes vont décrocher, c'est un peu excusable, je pense, dans la mesure où si moi, à l'époque, j'avais dû voir The Clone Wars ou Rebels épisode par épisode, je pense que je n'aurais pas accroché non plus. Ça n'a pas été le cas. Je les ai vus il y a peut-être 2 ans. J'ai enchaîné les séries avec mon fils et on s'est acheté les DVD. Mais épisode par épisode, non, c'est pas assez en contenu, en durée. C'est pas assez pour te mettre dedans. Et quand on s'en regardait, on s'en faisait 3, 4, 5. On se faisait des dimanches entiers à tout bouffer des saisons. Et là, on était dedans. Donc là, c'est un peu gênant ce format. Enfin, c'est gênant, c'est comme ça, on va s'y faire. Mais si on sent qu'il y ait toute la série, ou au moins par salve de 5 épisodes, on n'aurait peut-être pas le même discours de on se fait chier, quoi. Parce que on fait forcément le lien avec ça, avec cet ami dont je vous parle, c'est que, ouais, c'est un peu léger. C'est qui s'appelle Cléo. Coucou. On se fait chier par la petitesse du format, forcément, et le truc enfantin qu'on a l'impression qu'il ressort beaucoup. Mais c'est vrai que si on avait tout un fil conducteur de trucs un peu plus sombres et ce truc sur l'Empire ou Kamino, on ferait un petit peu plus de la couture épisode par épisode, où on mettrait tout ça ensemble, où on se dirait ah ouais, ça monte, c'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais de tête, je me rappelle plus comment The Clone Wars était diffusé. Épisode par épisode, par semaine.
Non, je crois pas. En tout cas, la première saison, je me rappelle c'était, si je dis pas de bêtises, c'était le mercredi après-midi et on Sur devait Disney s'en machin, enquiller. là. Non, même Ils ont pas. fait C'était, deux ça sur- passait sous en W9 VF. et Ouais, ça en passait VF, sous c'était W9 et je crois qu'ils nous en envoyaient 3 voire 4 Ah. d'un seul Ça coup. fait beaucoup, Sylvain. Tu sais, 4 épisodes de 25 Non, minutes, ça fait 2 une heure. on est d'accord, mais avec. Bah non, ça fait une heure. 4 fois 25. 25 et 25, ça fait 50 minutes. Pardon, Oui. pardon. Donc, t'es plus sur 2 heures avec la pub et les génériques. Tu regardes Toonami, il t'envoie 4 ou 5 épisodes de Dragon Ball, 3 ou Oui, 4 mais- de... Quand c'était diffusé, c'était pas diffusé. La première diffusion, c'était de Dragon Ball, par exemple, c'était pas des séries de 5 épisodes qui étaient diffusés. T'en avais toujours 1 ou 2 seulement qui étaient diffusés, rarement plus. Donc je trouverais ça bizarre que sur des nouveaux épisodes jamais diffusés, ils y aillent par salve de 4-5, parce que du coup, ta saison, en 1 mois et demi, elle est éclusée. Maintenant, bon, franchement, c'est pas là le débat. Mais par contre, moi, je me souviens de l'épisodique, dans le sens... Alors moi, je crois que je l'ai regardé en VO. Moi, déjà, je l'ai regardé en VO, donc c'était vraiment mon épisode de la semaine. Et il y avait que ça, quoi, les 25 minutes de la semaine, et puis c'était tout. Mais je trouve qu'on avait moins de théorie. C'est-à-dire que quand on avait regardé un épisode, c'était cool, on avait regardé notre épisode, mais comme chacun, surtout au début, chacun était un peu détaché d'une certaine continuité, c'était compliqué de dire ça c'est peut-être en lien avec ça et machin et ça, et qui nous ont montré dans l'épisode Détaché d'avant. d'une certaine continuité, là, je suis pas sûr. Sur la saison 1, le premier, c'est Yoda avec l'équipe de clones, avec les marquages rouges. Je crois dès l'épisode 2, on attaque le premier arc de 3 épisodes autour avec du de Malveillant. Grievous et de son vaisseau. Oui, hein. oui, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois que tu as regardé ces 3 épisodes, tu vas passer sur l'épisode 4 ou l'épisode 5 à une temporalité tout à fait différente. Et c'est comme ça pendant les 3 premières saisons, avant qu'on arrive à une diffusion chronologique où les épisodes s'enchaînent dans l'ordre dans lequel ils auraient dû s'enchaîner normalement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu avais beaucoup de stand-alone. C'est-à-dire que, bon, par exemple, le Malveillant, cet arc de 3 épisodes sur le Malveillant, une fois que tu as fini de regarder le premier épisode sur cet arc-là, t'es pas là à te dire ouais, mais alors si ça se trouve, parce qu'il n'y a pas un mystère de fou autour du Malveillant, t'es pas là à te dire ouais, alors si ça se trouve machin, c'est pas. Non, faut juste faire péter le vaisseau. Voilà. Je veux dire, c'est très simple et ça s'arrête là. Alors que là, on nous précise un mystère dès les 2 premiers épisodes. Mais tu sais, ça me fait aussi penser à WandaVision et à Falcon et à ce Mandalorian. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est la même Et je me demande, et je me demande si finalement c'est pas la nouvelle norme chez Disney. Il faudrait que je regarde des autres séries qui sont en train de produire, où où on présente un truc dès le début, et puis tu as des épisodes à durée à la géométrie variable, et ça amène progressivement sur un rythme plus ou moins rapide en fonction du nombre d'épisodes de la saison, ça amène à la résolution. Résolution ou pas, parce que si tu prends par exemple une critique qu'on avait faite sur la saison 1 de Mandalorian, en tout cas moi je l'avais formulée, c'était que pour moi j'avais l'impression d'avoir eu un gros pilote étalé sur 8 épisodes. Et ça rejoint un peu ce que Aude disait tout à l'heure aussi, c'est que, ou c'était toi, je sais plus, qui disait sur les 3-4 premiers épisodes, tu avais cette impression qu'on nous présente un peu l'équipe, le personnage, les machins et tout ça. Et au final, est-ce que ça ne va pas démarrer seulement à la saison 2 comme Filoni, entre guillemets. Ah non, ça c'est moi qui ai dit ça sur la saison de Rebels. C'était toi, ouais. C'était toi. Et Filoni est un peu accoutumé de ça, de dire je prends une saison pour poser, présenter, et puis à la deuxième saison, je fais seulement comme. Est-ce qu'on sait déjà si The Bad Batch aura une saison 2 ou pas? Et il me semble qu'ils avaient dit qu'ils avaient déjà commandé une saison 2, mais ça demanderait vérification. En tout cas, comme ils viennent de faire des économies sur la production de Les Rangers de la République, là, ils ont peut-être un peu de pognon de côté pour se faire une saison 2 ou 3 de The Bad Batch. Hein? C'est possible, c'est possible. Attends, je vérifie en temps réel.
Alors... Et sinon, globalement, vous allez continuer à regarder la série parce que c'est du Star Wars ou parce que vous êtes obligé ou ou vous allez totalement arrêter et vous enchaînerez tout quand tous les épisodes sont diffusés. Parce que là, honnêtement, franchement, je me pose la question. Pour être honnête, même vendredi dernier, quand il y a eu le dernier, alors que les saisons précédentes, même au boulot, je me téléchargeais l'épisode pour le regarder au taf. Là, c'est vraiment, j'ai quasiment attendu le samedi matin de me lever pour regarder l'épisode. Ouais, il n'y a pas d'impatience avec Mandalorian, par ça exemple. c'est vrai. Je suis d'accord. Carrément. Parce qu'en fait, moi, là, pendant tout le confinement, je pouvais les regarder quand je voulais le vendredi. Et pour éviter de se faire spoiler dans les Discords où je suis, je le regardais vite. Et là, j'ai pas pu, je bossais, j'ai pas pu le regarder samedi, donc je l'ai regardé hier soir. Et à chaque fois, je voyais les trucs, les bannières spoiler, je me disais, oh là là, va pas dedans. Et une fois que j'ai vu l'épisode, je suis allée lire vos messages sur notre Discord et sur un autre. Et en fait, il y avait que dalle dedans. Il y avait rien du tout. C'est ça, il y avait rien à spoiler. Il y avait quoi, allez, 15 messages par Discord. Le spoil le spoil de l'épisode 5, c'est que le Rancor, en fait, le bébé Rancor, c'est le Rancor de Retour du Jedi. Ouais. Il paraît que non, hein. Ouais, il paraît que non, parce qu'a priori, celui de Retour du Jedi, c'est un mâle, et ça, c'est une femelle. Ah bon, c'est une femelle? Ouais, c'est une femelle. C'est une femelle. Mouchou. Mouchou. Ouais, moi, après, c'est... Ah donc, c'est la maman du Rancor. En gros, c'est ça, c'est la maman du Rancor qui sera écrasée. Peut-être, ça c'est possible. Sympa. Clairement, s'il n'y avait pas les émissions qu'on fait là, je pense que j'attendrais pour en voir plusieurs à la suite, histoire d'être posé. Tant qu'à, on va dire, à glander 1h30, je m'en ferai plusieurs à la suite avec mon fils, là, dans le lit, tranquille, plutôt que là, de devoir se dire, il faut que je le regarde pour éviter les spoilers et pour pouvoir en parler, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à éviter. On va être honnête aussi avec nos auditeurs, c'est aussi pour ça qu'on a oublié l'idée de faire un Star Wars en direct, épisode par épisode, parce que... dans l'équipe, là, il n'y a personne qui est emballé pour les faire. Même ça changera. On n'a pas matière à faire un épisode Star Wars. C'est ça, il n'y a pas matière, personne n'est enchanté. Sauf s'il y a dans les futurs épisodes. Franchement, sauf si ça change. Fou, quoi. Voilà. S'il y a un retournement de fou, si par exemple quelqu'un crame Omega dans un réacteur, là oui, je serais le premier à déclencher le live stream. Ouais, c'est ça. Alors, on a quand même dit, parce que il faut replacer un peu le contexte de ce qu'on a dit les années précédentes. Quand Ahsoka a débarqué, on lui a tous tapé dessus en disant que c'était une tête à claque. Quand Ezra a débarqué, on lui a tous tapé dessus en lui disant que c'était une tête à claque. Et là, c'est la même chose pour Omega. Mais au final, Filoni a une force, c'est de réussir à nous présenter un personnage tête à claque, mais à développer son personnage pour que ce soit suffisamment intéressant pour nous et nous le rendre agréable ou encore pire, attachant. J'espère que ça deviendra comme ça avec Omega. Il ne faut pas oublier que c'est la façon de faire de Filoni. Il y a déjà pas mal d'exemples et à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises avec Omega. Et peut-être que dans un an ou un an et demi, quand on aura vu la saison 2, s'il y a une saison 2, j'ai pas trouvé l'info, on dira finalement on a été un peu dur avec Omega parce que c'était agréable, quoi. Non, on n'est jamais trop dur avec les gamins. Une bonne claque dans la gueule, ça fait toujours du bien. Et donc Sylvain, pour vous rejoindre, c'est vrai qu'il n'y a pas cette impatience qu'on peut avoir avec Mandalorian. Mandalorian, c'était vite, faut que je rentre. Alors évidemment, le fait de ne pas pouvoir le regarder tout seul, parce que je le regarde maintenant avec les enfants, parce qu'ils sont suffisamment grands pour regarder les séries Star Wars avec moi. Donc que ce soit pour Mandalorian, pour les séries Marvel ou pour maintenant le Bad Batch, c'est notre petit rituel du vendredi soir et de mercredi soir pour quand Loki sortira, de se poser. Je le verrai avant toi. Salaud. Je t'enverrai des photos. Bah vas-y si tu veux. Et donc de se poser devant l'écran pour regarder l'épisode ensemble. Et c'est vrai qu'on ne ressent pas
cette espèce de pression qu'on a quand on lançait un épisode de Mandalorian, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'après. On était tous comme des fous de voir une apparition de perso ou un cameo de quelque chose, et là dire oui, bon, c'est vrai. Ouais. Mais c'est quoi, il y a même pas de générique. T'as même pas le temps de te... Il y a même pas d'intro. T'as Disney qui dit ignorer l'intro, mais non, mais t'es pas dedans, t'as pas l'attente, les jolis petits bruits. Non, il y a pas cette excitation pour l'instant. Maintenant, ce que je ressens quand même toujours, et que je ressens depuis longtemps, et ça je l'ai exprimé déjà aussi par le passé, quel que soit le support de Star Wars, c'est que je suis content en fait de prendre une petite dose de Star Wars quand même. Parce que c'est bien fait. C'est-à-dire que ça respire le Star Wars. Et c'est agréable de prendre juste, voilà, visuellement sa petite dose. C'est comme si j'ai un comics, je l'ai déjà lu, c'est un comics que j'aime bien. Ben ouais, mais j'ai pas envie de le relire parce que je l'ai déjà lu 20 fois, mais je vais juste le feuilleter. Et ben j'ai un peu ce feeling-là avec Bad Batch. Au lieu de me plonger en fait dans cette histoire, parce que pour l'instant, elle n'est pas si intéressante que ça, même s'il y a des choses que j'aime beaucoup dedans, je vais juste un peu feuilleter cet épisode et puis prendre mon petit plaisir de voir du Star Wars en action devant mes yeux. Ouais, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est ma petite dose de Star Wars, même si elle n'est pas transcendante. C'est ma petite dose de Star Wars. Il faut pas l'oublier, quoi. Il faut pas l'oublier que... il faut se rappeler qu'à une époque, pour les plus vieux fans de Star Wars, on s'était dit qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre en Star Wars sous la dent autre que des romans et des comics, quoi. On est dans un nouvel âge d'or de Star Wars. Tout n'est pas bon. On l'a maintes fois Tout ne plaît évoqué, pas à tout le monde, surtout. Tout ne plaît pas à tout le monde. Et on n'a pas les mêmes choses qui nous plaisent. Mais voilà, au moins, on a quelque chose qui nous rassemble. Devant notre écran. C'est ça, on peut en discuter, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Par exemple, l'épisode 4, j'étais d'accord pour dire que c'était pour moi l'épisode le moins intéressant, le premier où je me suis dit c'est vraiment pas terrible, mais dedans, il y avait quand même quelque chose qui était vachement intéressant, c'était la réaction des citoyens au défilé des clone troopers impériaux. Ouais, on l'a dit ça, je sais plus où. Ouais, et on l'avait dit sur Discord, je crois, on l'avait mis. Mais, c'est tout bête parce que finalement cet épisode il est nul, mais ce que je vais en retenir quand même, c'est vraiment ce passage-là, de me dire ce passage-là il est quand même vachement bien, quoi. Alors après, tout à l'heure Sylvain, quand tu as fait tes résumés, que tu as dit 500 fois clin d'œil, mais voilà, ça peut paraître un petit peu évident, mais pour les gens hardcore comme nous, comme tu disais tout à l'heure Loïc, on aime bien finalement les relever aussi, même si parfois c'est lourdeau. Il y en a aussi des plus subtils. Moi, j'en ai relevé quelques-uns, si vous voulez que je vous en parle, qui peuvent juste être des clins d'œil, en effet, qui ne font pas spécialement avancer l'histoire, mais qui témoignent d'une certaine construction et qui sont toujours sympas. En fait, nous, ça fait un petit jeu de les remarquer, quoi. Il y en a qui vont remarquer des détails. Vas-y, on t'écoute. Alors attends, je ressors ma petite liste. 8 pages en taille de caractère, taille 8. Non, juste comme ça. Juste une, et en plus, j'ai pas l'épisode 2, qui m'a vraiment fait chier l'épisode 2, donc j'ai pas eu la force de le revoir. Donc l'épisode 3, qui s'appelle Trouver sa place. Je trouve qu'on nous remet une couche aussi sur le fait que Tech s'intéresse à un scanner pour la puce inhibitrice. Il le dit dans le vaisseau. Après, j'ai remarqué que finalement, Walker dit encore qu'il a mal à la tête. Donc ça, si c'est pas une perche tendue, c'est pas un clin d'œil, c'est une perche. C'est ça, c'est une perche, voilà. C'est un prochain événement. Voilà, c'est de la mise en place. C'est de la mise en place, exactement. Ouais. La planète où ils ont atterri, j'ai oublié le nom. La planète rocheuse, là où ils atterrissent en catastrophe. Non, l'épisode 3. Ordo, la lune Ordo. Ordo, voilà. Donc ça, Ordo. Tu sais d'où vient le mot Ordo? Ah oui, ça tu l'as utilisé tout à l'heure aussi. C'est le nul arc dans les romans République Commando, c'est l'un des nuls arcs. Donc c'est les mecs qui ont été conçus avant les Arc Troopers. Qui s'appellent Ordo, qui ont été entraînés en direct par des mercenaires recrutés par Django et payés des sommes astronomiques par les Caminoans. Et Ordo est le nom du chouchou comment il s'appelle le mercenaire là Ah putain.
Skirita ou un truc... Je sais plus. Oui, Skirita ou Skirta... Voilà, bon, nos auditeurs trouveront, mais Ordo, en fait, c'est le nularque chouchou. D'accord, bah tu vois, pourtant je les ai lus et je suis complètement passé à côté. Alors, Aude finit quand même, parce qu'on t'a coupé. Donc, du coup, sur cette planète, avec l'ambiance très, 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 très sombre, moi j'ai bien aimé ce moment-là, ça m'a changé de l'autre planète, ça m'avait bien mis dans l'épisode. C'est quand ils sont encore dans le vaisseau, quand ils ont atterri mais qu'ils sont pas encore sortis et qu'ils disent qu'ils entendent des bruits à l'extérieur. Et là, d'un coup, t'as Omega qui dit j'ai vu un truc là, c'est passé devant le cockpit, c'était comme ci, comme ça. Et alors, ça fait 2 références. La plus récente, on a ça dans la saison 2 de Mandalorian avec les araignées sur l'épisode dans la planète de glace là où il y a un moment à la fin les araignées tombent sur le pare-brise là, Carglass. Et plus ancien que ça, dans la trilogie originale, mais je crois que c'est dans l'Empire contre-attaque, mais j'ai un doute. Avec quand les ils sont... Oui, voilà, je me rappelle plus du nom de la l'astéroïde, là. Voilà, dans l'astéroïde qui est finalement la bestiole, où tu as cette ambiance pareille, où on sait qu'il y a un truc, on sait pas trop où c'est, puis d'un coup, ça se colle là sur la vitre. Ça m'a tout de suite fait moi penser à ça. C'est visuel, mais je me dis, c'est pas un hasard qu'ils aient fait ça. Non, mais justement, en fait... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand c'est bien fait de cette façon-là, en fait, on va être dans cette impression que c'est du Star Wars, sans forcément dire ah bah ça fait référence à ça et ça fait référence à ça. Voilà. Après, en réfléchissant, tu vas trouver les références, mais ça parle parce que c'est bien fait, donc ça nous fait référence à quelque chose qu'on connaît. C'est naturel et c'est familier. C'est familier, c'est logique dans cet univers, en effet. Parce que c'est aussi quand même le genre un peu classique du cinéma d'horreur ou du cinéma de monstre, quoi. Donc, tiens, j'ai entendu un bruit à l'extérieur, tu penches la tête et tu vois le gros mégalodon qui a bouffé ton cockpit. À un niveau qui reste Star Wars, c'est ce que je me suis dit dans cet épisode, ça fait cinéma d'horreur. Il y a un bruit, on ne sait pas ce que c'est. Comme des connards, ils vont se séparer. Évidemment, dans un film d'horreur, il y en a 2 qui se feraient zigouiller. Bon, là, heureusement, non. Mais j'ai eu cette ambiance et... Mais c'est dommage, il aurait pu faire la gamine. Ça suffit. Non, alors tiens, d'ailleurs, attends, je suis désolé parce que je vais oublier, il faut absolument que je le place, parce que quand Sylvain a fait le résumé, il a bien précisé que Omega allait récupérer la pièce dans la tanière en fait de l'animal, et pour l'une des rares fois dans la saga Star Wars, et je voulais le souligner parce qu'on a souvent cet échange à la fois sur Discord ou sur Twitter avec des auditeurs, c'est que la bestiole n'est pas dézinguée. Parce que Céline le disait très bien dans une précédente émission, habituellement quand il y a une bestiole dans Star Wars, elle finit découpée, traquée ou abattue, et à quelques rares exceptions, comme ici, la bestiole, on arrive à l'apprivoiser et à juste obtenir ce qu'on veut sans forcément tuer tout le monde. Voilà. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Non seulement elle n'est pas dézinguée, mais en plus, une petite fille innocente habillée en blanc dans des tunnels, c'est Rey dans l'épisode 9 qui soigne le basilic d'Harry Potter. Moi, j'ai vu ça, elle était douce, elle était gentille. Je me suis dit, là, d'un coup, elle va lui faire une caresse avec la force. À chaque fois, j'attends le moment où elle va être force sensitive, et puis non. Elle va lui faire une caresse avec la force. Mais qu'est-ce que t'es dégueulasse, Aude, franchement. C'est toi qui as l'esprit mal tourné. Toujours. Et du coup, voilà, moi, ça m'a fait penser à ça, l'innocence. Elle voulait juste aller chercher le truc dans les tunnels. Et à aucun moment, elle est belligérante en face de la bestiole. Et donc, comme tu disais, Loïc, elle ne finit pas dézinguée. Elle se rend compte qu'elle est intéressée par les condensateurs ou je ne sais quoi. Elle lui en laisse ça. En plus, elle est paradine, là, Omega. Là. Elle lui laisse autre chose ou elle la distrait avec autre chose. Du coup, la bestiole, après, elle clignote, elle est contente. Elle a son condensateur, elle ressort. Donc voilà, ça, c'était les rêves dans l'épisode 3. Et encore, celle-ci, je n'avais pas noté, mais je m'en souvenais. Dans l'épisode 4, alors ça, tout le monde l'a dit sur les réseaux, mais l'ambiance visuelle et sonore, et pour l'avoir réécouté tout à l'heure pendant que je déjeunais, c'est vraiment l'ambiance de la poursuite dans Coruscant de l'épisode 2, l'attaque des clones. Ah oui. La poursuite de la changeante, là. Mais les bruits, tout est pareil. C'est pas Pantora, là? Vous êtes pas sûr? C'est pas Horde Mantell? Ah non, c'est Pantora. L'épisode 4. Oui, c'est celui qui chasseuse est de primes. c'est sur Pantora. Voilà. Et du coup, les
alors avec moins de hauteur que sur Coruscant dans l'attaque des clones, mais avec quand même des panneaux lumineux dans les trucs les plus profonds. Il y a même carrément quand le vaisseau où Fennec, le vaisseau sur lequel elle est, quand il s'écrase, fait exactement comme quand le vaisseau de la changeante s'écrase et qu'Anakin se retrouve là au sol et qui s'apprête à courir. J'ai vu vraiment le même plan avec les enseignes lumineuses là, des sex shops, des bas-fonds. Et là, tu peux c'est moi qui ai l'esprit mal déplacé. C'est ça. Voilà. Et bien sûr, c'est ma faute encore. J'ai tendu la perche. Ouais. Et donc du coup, même au début, je me suis dit c'est vraiment l'ambiance sonore, mais même visuellement, enfin c'est vraiment la même chose. Bon, ça tout le monde l'a dit, c'était pas un gros clin d'œil. Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, c'est que ça fait suffisamment Star Wars pour qu'on puisse même passer à côté, mais ça nous rappelle quelque chose. Tu vois, ça nous parle. Ça nous parle. Ouais. Y a aussi un truc que j'ai relevé dans cet épisode-là, où dans la première rencontre d'Omega avec Fennec, Omega, elle, toute innocente, elle lui dit un truc qui je trouve est un petit peu touchant. C'est qu'elle lui dit mais t'es toute seule. Si t'es toute seule, tu sais, tu peux venir avec nous. Genre mes copains, ils vont t'accepter. J'ai trouvé ça mignon et en même temps possible, puisque de toute façon, c'est une équipe de 4 bras cassés avec un tournevis vivant, une gamine. Alors, ils ont un gonk en plus, là, le droïde. Il pourrait tout à fait se ramasser un Jar Jar ou une Fennec Shand, de toute façon. Mais j'ai trouvé ça innocemment joli. Je ne l'avais pas vraiment relevé la première fois, là, je l'ai relevé. Et un détail sur un pas de plus sur la déshumanisation, je vais y arriver, de Echo. Qui a déjà donc un tournevis à la place du bras, le fait qu'il se fasse passer pour un droïde comme monnaie d'échange, ça j'ai trouvé ça au deuxième visionnage, parce que la première fois je m'étais dit oui bon voilà c'est sûr il a une apparence de droïde, mais là en plus tu lui redonnes, tu lui refais perdre encore un petit peu son côté humain et tu lui referas sûrement gagner en sentiment après finalement. Oui mais il y a quand même une ou deux vannes qui sont bien quand entre Echo et Hunter, quand Echo lui dit son prix, sur le prix, ou même Echo lui dit non mais t'es sérieux gars, je vais quand même pas jouer le droïde. On dit si vas-y et puis tu passes bien quoi. Ouais tu passes bien et puis et l'autre, non, mais je vaux plus, arrête tes conneries, je vaux plus que ça. Ou l'autre, ouais, mais c'est un droïde capricieux. Et puis, je trouve qu'il y a quand même, je trouve que c'est pas forcément le déshumaniser. Non, mais plus un peu. Il est pas content d'ailleurs, hein. Il le fait bien. C'est ça, il est pas. Voilà, et puis, c'est plus un peu se foutre de sa gueule. Comme on se fout un peu de la gueule aussi de Wrecker et du fait qu'il soit très enfantin, qu'il soit ultra costaud, mais con comme un manche à balai. Bon, c'est pas un peu se moquer du fait que Tech soit trop gnangnan. Trop geek, trop assez froid en fait. Si tu regardes dans la froideur, t'as Crosshair, Tech. Il sait pas faire de l'humour. Voilà, c'est ça. Tech, Hunter et Wrecker, quoi. Mais j'espère pour Echo qu'on verra bientôt avec une vraie prothèse de bras comme la Hot Toys l'a spoilé. Ah bon? Ah oui, la Hot Toys, tu as regardé la Hot Toys de Echo. Il a une prothèse, une vraie. En fait, il a une prothèse qui se déplie et il a une main. Ah d'accord, ça serait génial parce que j'aime pas. Là, l'homme tournevis, il commence. Mais encore une fois, tu vois, c'est un truc pas logique. Le mec, il lui laisse un tour. Alors oui, c'est une prise comme R2 pour se connecter aux ordinateurs. Voilà, Anakin, c'est ça. Anakin, on lui a coupé un bras, il a une prothèse de bras, ils lui ont pas mis un sabre laser directement braqué. Vador, il a ses 2 bras. Vador, il a les 2 bras coupés, les 2 jambes coupées. Ils n'ont pas foutu des roulettes, quoi. L'image. Alors, s'il y a des... Tu vois, Aude, toi qui dessines, il faut absolument que tu nous fasses un dessin de la vision de Sylvain. Ah, je veux voir ça. Alors, un Vador sur roulette et un Anakin avec le sabre directement dans le bras. Ok. Merci Sylvain, parce que là, franchement, j'aurais jamais pensé, mais c'est vrai, ce que tu dis est très très juste. Hein. Ah oui, c'est pour ça, je comprends pas. Comment il va pisser du coup? Il a qu'une main. Il est gaucher. Hein. Faut espérer qu'il soit gaucher. Ah si, tu le vois tirer de la main gauche. De toute façon, je crois qu'il ne peut pas tirer de la main droite. Il n'y a pas le choix. Donc, oui, il est bien gaucher. Donc,
il vise très bien. Parce que moi, ce qui m'a surpris justement dans l'épisode 5, parce que les clones tirent sur les Igériens, c'est à quel point la précision des clones. C'est vraiment pas le cas des Stormtroopers. Ah oui, parce que tu parlais tout à l'heure, Sylvain, tu disais, oui, tu aimerais bien voir que les clones deviennent des instructeurs. Et pour rigoler, sur notre fil Discord, après le premier ou le deuxième épisode, je sais plus, quelqu'un avait dit ça aussi. On l'avait dit, je me souviens. Voilà, tu te souviens? Et j'avais dit, oui, si ça se trouve, les clones vont faire exprès de mal entraîner les Stormtroopers à ne pas savoir viser. C'est ça, peut-être, par vengeance ou par... Pour un peu détruire le truc de l'intérieur, tu vois, ce serait rigolo, quoi. Oh, je pense pas. Bah, le problème, c'est que vu qu'ils sont tous endoctrinés, quand même, les clones, je suis pas sûr qu'ils fassent ça, mais c'est vrai que par rapport à l'endoctrinement, non, mais ça aurait du sens. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est un truc, moi, qui m'a bien plu. Le mec, même avec un bras en moins, le mec fait du one-shot en pleine tête, même si le mec est en train de courir et faire des saltos. C'est un truc qui me plaît bien. Et puis c'était bien filmé, donc c'était vraiment... voilà, tu vois vraiment que le gars, il est... Pouf, 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 pouf. Ouais, c'est ça. Allez, hop, ils sont tous morts. Et tu sais pourquoi il est dans la Bad Batch. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, c'est des éléments que j'aimerais voir plus souvent. Ah oui, tu vois, comme je disais, j'en ai marre de les voir se faire bolosser par une gamine de 8 ans ou par n'importe quel Pékin. Dans l'épisode 1, on voit Wrecker qui pousse 3 tanks. Qui pousse 3 tanks. Déjà, dans l'épisode 5, où le mec est enchaîné, c'est pourquoi il est enchaîné? Le mec, il prend n'importe... Wrecker ramasse n'importe quel caillou avec sa force, il le balance sur n'importe quel type, le gars est pulvérisé de base. Oui, mais comme ils sont surveillés en permanence, s'il fait ça à ce moment-là, il y a un mec qui va lui tirer dessus avant qu'il ait pu se lever et arracher complètement la chaîne. Il porte encore son armure. Ouais, mais même, les armures, elles arrêtent rien du tout. Celle-là, si, vu le nombre de tirs qui se prennent, de trucs et autres, tu vois qu'elles sont les Katarnes. Les Katarnes sont bien plus costauds. D'accord. Et tiens, dans l'épisode 5, messieurs, la bestiole, la sorte de dragon, là, on l'a déjà vu, ce truc-là? Eh ben, je pense que oui. Alors, j'ai pas été vérifié, mais à mon avis, on l'a déjà vu, notamment dans l'arc avec les Igériens. C'est peut-être leur bestiole de compagnie, ouais, mais effectivement, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ce machin-là. Ouais, moi aussi, mais j'aurais pas dit... En tout cas, si on l'a jamais vu, elle a un design qui fait tellement Star Wars qu'on pense qu'on l'a déjà vu. Exactement. C'est ça. T'as d'autres références, Aude? Non, je ne crois pas. En tout cas, celle que j'avais notée, c'était celle-ci. L'épisode 4, la chasseuse de primes, non. Bah non, le 5, il est tout frais, mais en même temps, le 5, je ne l'ai vu qu'une fois. Et j'ai pas pris de note. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Après, si je prends pas de note aussi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire, généralement. Parce que j'ai le téléphone à côté, donc quand je note un truc, c'est que c'est suffisamment intéressant, ou en tout cas, vous l'avez peut-être déjà dit. J'ai peut-être oublié des choses que vous avez déjà dites. Bah dans ces cas-là, on va aller sur notre mot de la fin. Alors, Aude, ton mot de la fin pour ce premier tiers de série. C'est un petit peu laborieux, mais on a confiance et ça va être mieux après. Allez. Loïc? Moi, je reste convaincu que le potentiel est là. J'étais emballé quand la série a été présentée. Je rappelle que c'était l'une de mes idées à la fin de la saison 7 de Clone Wars, qu'ils allaient réutiliser le modèle pour nous redonner plus. Alors moi, j'étais plus parti sur des téléfilms, mais une série, ça me convient très bien. Et le téléfilm, on l'a eu en tant que premier épisode. Donc le potentiel est là, l'histoire à développer est là, et j'attends juste que ça démarre. Maintenant, je laisse le temps au temps. Si quelque chose que j'ai pu constater ces dernières années, c'était qu'il fallait laisser passer les saisons 1 avant vraiment d'avoir un avis plus tranché. D'accord, c'est beau ce que tu dis. Eh bien, moi, mon petit mot de la fin, c'est que, comme vous deux, j'espère que la qualité... Enfin, non, pas la qualité. J'espère que l'histoire va embrayer, va passer la seconde, puis la troisième, puis la quatrième. J'espère qu'on n'aura plus d'épisodes type filler. Et que ça va aller foncer à l'objectif assez vite, parce que je suis vraiment à la limite de décrocher et d'arrêter de regarder. Non, Sylvain,
qui va nous faire les résumés des épisodes si t'es pas là. Ah oui, non mais comme non, arrêtez de regarder le jour même ou rapidement. Oui, non, je serais plus à attendre quasiment à attendre que tous les épisodes soient sortis. Surtout qu'il va y avoir Loki qui arrive la semaine pro. Donc j'espère que ça va booster, l'histoire va embrayer et que je puisse tout regarder, que je puisse continuer le visionnage et pas attendre que tout sorte pour tout regarder. Voilà. Eh bien, c'était Aude, Loïc et moi-même pour ce petit gros récapitulatif de pratiquement 2 heures. Des épisodes 2 à 5, on n'avait pas grand chose à dire dessus, hein, de la série The Bad Batch. Ouais. Eh bien, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bisous. Bye.